Bonjour, Pierre Bourgoin, je suis anesthésiste réanimateur à Nantes. Et puis depuis quelques années assez investi dans le club ECMO pédiatrique. L'idée entre certaines personnes avait germé d'associer les deux événements, puisque évidemment il y a tout un tas de choses en commun. Et donc ça permet à chacun de s'ouvrir à d'autres participants. Merci aux gens des FMCC de nous avoir accueillis. Alors je vais rapidement, pour les gens qui font essentiellement de la cardio, vous dresser un panorama de ce qui se fait en ECMO pédiatrique, d'abord globalement et puis aussi un petit peu en France. Alors l'ECMO, un rappel avec cette diapo ultra célèbre chez nous, qu'on voit à tous les clubs ECMO. C'est pour dire un peu notre fierté un petit peu en pédiatrie d'avoir introduit une seule technique dans tout le monde de la réanimation, c'est l'ECMO. Au départ, l'ECMO a été développé pour le nouveau-né qui était atteint d'aspiration méconiale. Et la personne que vous voyez ici en photo, donc c'est le premier bébé, Esperanza, qui avait été cannulé. Et le monsieur à côté d'elle, c'est Bob Bartlett, qui est un monsieur qu'on a déjà rencontré au club ECMO. Non, pas au club ECMO, à l'ELSO, et qui est à l'initiative de ce registre qui s'appelle l'ELSO, qui est un registre international, et qui est une organisation qui est là pour développer de l'innovation autour de l'ECMO, de recueillir l'épidémiologie et puis les résultats de l'ECMO, et puis de proposer de l'éducation. 50 ans après cette première cannulation, vous voyez que c'est une technique qui a pris un essor extraordinaire. Tous les centres, notamment français, ne sont pas des adhérents à ce registre, mais ce registre vraiment regroupe à peu près 90% des centres dans le monde. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment une technique qui est absolument démocratisée. On continue à s'y intéresser quand même au club ECMO, parce que c'est l'occasion de parler des nouveau-nés, des enfants gravement malades, et quand même aussi de quelques issues techniques qui nous intéressent. Vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, il y a eu non seulement de plus en plus d'usage de la technique de circulation extracorporelle, et aussi de plus en plus de centres adhérents à ce registre, ce qui fait que dans les diapos que je vais vous montrer, attention, l'augmentation, l'incidence et la prévalence d'utilisation de l'ECMO n'est pas le fait que d'une utilisation explosive du dispositif, mais aussi une augmentation de l'adhésion des centres au registre qui recueillent ces cannulations. Alors quelques petits messages pour vous dresser le panorama de l'utilisation de l'ECMO. Le premier message, vous voyez ici, ces grandes barres bleues, c'est pour rappeler, vous voyez que les cas néonataux pulmonaires, donc qu'au départ, la technique, elle a été inventée et développée pour le nouveau-né, qui avait des mauvaises adaptations à la vue extra-utérine, avec des maladies des membranes hyalines, des choses qui sont très communes chez le nouveau-né. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a eu des innovations médicales dans le traitement conventionnel. Ce que vous connaissez, le NO, le surfactant, la ventilation à volume, et puis aussi l'organisation des réseaux de soins avec des nouveau-nés à risque qui étaient adressés dans des maternités de niveau 3, pour la France en tout cas, et qui fait qu'aujourd'hui, l'usage de l'ECMO néonatal pour des raisons pulmonaires, elle existe toujours. Ça reste pour nous une grande partie de nos indications, mais on est allé tellement loin dans la qualité du traitement conventionnel que c'est plus là que se fait l'utilisation de l'ECMO du tout. Aujourd'hui, l'utilisation de l'ECMO, si elle est explosive, c'est essentiellement parce que cette technique qui initialement a été utilisée vraiment de façon tout à fait marginale chez les adultes, et aujourd'hui rentrer dans l'arsenal de soins, et en particulier dans le soin de l'ARDS, et ça arrive aujourd'hui de plus en plus précocement dans la prise en charge, et c'est une technique qui aujourd'hui est développée dans presque toutes les réanimations adultes, pas seulement les CHU en France. Et l'ECMO fait partie très rapidement aujourd'hui de la stratégie de ventilation protectrice. On n'a plus du tout peur aujourd'hui chez l'adulte les limitations à l'usage de l'ECMO pour l'arrière-pensée que seraient les complications de cette technique. Donc avec deux grands pics, ici 2009-2010, la pandémie H1N1 qui a, en tout cas en France et dans le monde, été un essor industriel
de l'ECMO, puisqu'il y a eu à ce moment-là des commandes même des pays de machines d'ECMO. Et puis, vous voyez bien aussi quelque chose de beaucoup plus récent. Évidemment, c'est allé beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que pour le H1N1. À l'occasion du Covid-19, je vous mettrai une petite pub là-dessus très prochainement. On a eu très vite un déploiement vraiment très efficace et très fort de la technique à l'occasion du Covid-19. Enfin, il n'y a pas que l'adulte respiratoire aussi qui voit l'usage de l'ECMO vraiment s'intensifier. Il y a également les indications cardiaques adultes. Donc moi, j'ai fait un clinica par exemple à Angers, moi, d'anesthésie réa cardiaque adulte. À cette époque-là, à l'occasion, il pouvait y avoir une ECMO, mais le malade qui était en défaillance cardiaque post-opératoire au début des années 2000 pouvait mourir en post-opératoire de défaillance cardiaque. C'était un petit peu le conventionnel. Il y avait déjà des centres qui faisaient l'ECMO. Aujourd'hui, dans tous les centres de chirurgie cardiaque, on fait l'ECMO en post-cardiotomie facilement. On fait l'ECMO en salle de choro. On fait de l'ECMO périprocédural pour diverses indications. Et surtout aussi, on fait de l'ECPR avec des programmes dont les résultats sont quand même jusqu'à présent un petit peu décevants, mais qui en tout cas augmentent le nombre de recours à l'usage. Et puis alors, ce qui va vous intéresser aujourd'hui, ce sont les indications néonatales et pédiatriques cardiaques. Donc c'est comme ça que c'est fait en registre ELSO. Hein. Respiratory, c'est les indications à la base respiratoire, que ça peut être du véno-véno ou du véno-artériel. Et puis cardiaque, c'est tout ce qui va être ce que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Et donc ça, ces indications, elles sont très stables dans le temps, voire même on observerait une légère diminution de l'usage de l'ECMO dans ces indications, qui est liée essentiellement à l'amélioration des procédures chirurgicales, qui fait que finalement, l'usage de l'ECMO dans les procédures cardiaques pédiatriques n'augmente pas. Donc vous voyez ici, c'est une petite répétition. Et je vais passer à l'Europe pour voilà, donc un petit focus maintenant pour des choses, des résultats qui vont un peu plus nous ressembler. Donc même chose en Europe, de plus en plus de centres sont adhérents à ce registre, à tel point que c'est quand même probablement vers ce registre qu'il faut tous s'engager, puisque c'est quand même très facile d'aller interroger le registre. Nous, on le fait de façon assez régulière. On peut tout à fait interroger son activité propre par ce registre, mais également, pourquoi pas, l'activité d'un groupe, par exemple, d'un pays. Vous voyez, donc en Europe, là, on arrive sur des chiffres par rapport à ce que vous aviez peut-être en tête. Là, vous avez eu 8, 10 000, 12 000 cannulations adultes respiratoires par an dans le registre ELSO mondial, à peu près 6 000 sur l'Europe. Et pour le pédiatrique cardiaque, on tombe à 200 runs par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque centre a des petits volumes. C'est donc des techniques qui vont nécessiter de l'entraînement d'équipe. C'est de la haute technicité pour du volume relativement faible. Donc vous voyez qu'à peu près sur une centaine de centres européens adhérents au registre, on a 200 cas pédiatriques cardiaques par an. Voilà un peu quels sont les résultats de l'usage de ces techniques. Ce qui est intéressant, encore une fois, pour enfoncer un petit peu le clou de l'usage de ce type de registre, c'est qu'on est capable, en temps réel, de comparer la qualité de son centre, à la fois en termes de survie, ce qui est assez grossier, mais aussi en termes de complications. Et on est capable en permanence de vérifier qu'on est dans les ranges des standards de résultats, ici par exemple pour l'Europe. Et vous voyez par exemple que donc, les indications cardiaques, les indications sur lesquelles on se trouve finalement dans le post-opératoire de chirurgie cardiaque, puisque ces patients sont inclus dans cette catégorie, on est loin des meilleurs résultats de l'ECMO qui, pour toutes les populations, sont autour de 60% de survie, sachant qu'on s'adresse quand même aux patients les plus graves de réanimation. Et les indications cardiaques restent une indication un petit peu compliquée. Alors, parmi ces indications cardiaques, ici sur l'Europe, on n'a pas de données françaises parce qu'on n'a pas assez de centres dans le registre. Parmi ces indications, vous voyez, sur 5 ans, 5 années, à peu près 1 millier de patients traités par ECMO, il y a à peu près 30% qui le sont dans le parcours des cardiopathies congénitales.
la majorité des cas, c'est au décours immédiat ou retardé de la chirurgie, mais ça peut aussi être l'occasion soit du préopératoire, mais c'est très rare, soit un petit peu plus tard dans l'évolution de la vie d'enfant. Donc 30%, et avec une survie finalement qui est quand même intéressante, et je crois que personne n'a de limite particulière à utiliser la technique dans le parcours des cardiopathies congénitales. Hop. Je ne vais pas détailler beaucoup plus, mais sachez que le registre permet des analyses. Alors là, ici, vous avez des catégories diagnostiques, mais on a aussi le pH avant l'implantation, on a aussi le débit à la 4e heure, la PaCO2 à la 24e heure, les complications thrombotiques, les changements de circuit, etc. Donc, si vous lisez un petit peu, on est capable de faire des études assez précises grâce à l'usage de ce registre. Avec quand même des résultats qui sont globalement bons, mais il y a des malades pour lesquels c'est un petit peu moins bien. Par exemple, rupture veineux pulmonaire anormale, bien souvent, c'est vrai que ça cache des anomalies associées, et le fait d'aller en ECMO cache en fait une maladie extrêmement sévère pulmonaire, et on a souvent des décès, par exemple. Ici, c'est la même chose, un petit peu la même diapo, pour parler de la population néonatale. Donc, dans le registre ELSO, c'est 0,28 jours. Au-delà, c'est pédiatrique, jusqu'à 18 ans. Et dans la catégorie néonatale, pour le coup, on a beaucoup plus de malades qui sont de la filière des cardiopathies congénitales, et avec des résultats qui sont modestes. Alors après, ça, évidemment, ça ne nous dit pas grand-chose. Hein. Ce qui est intéressant, ça ferait l'objet... Ça, c'est topo du Club ECMO. Hein. Si vous voulez en savoir plus, il faut s'inscrire au Club ECMO, évidemment. Et savoir voilà, quel est le meilleur timing, les meilleures indications, les meilleures modalités de support, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on peut développer grâce au registre et grâce à des études qu'on peut faire aussi sur des plus petits effectifs. Alors, en France, maintenant, chacun va pouvoir se reconnaître sur la carte de France, puisque tout le monde, à peu près, a participé à des enquêtes qu'on mène grâce au Club ECMO. Un Club ECMO, c'est... je vais vous en parler après. Juste, pardon, pour revenir sur le panorama de l'ECMO, je ne pouvais pas éluder le fait quand même qu'il y ait de l'ECMO adulte. Moi, je m'en occupe pas, mais juste pour vous dire, cette étude qui est faite un Lancet en 2021, qui est une étude observationnelle sur 3 mois, on a eu 300 cannulations rien qu'en Île-de-France en 3 mois. Vous voyez, donc c'était la pandémie, c'était Covid-19, c'était une utilisation exceptionnelle de l'ECMO. Enfin, ça reste pour dire qu'aujourd'hui, l'ECMO, c'est partout dans notre région. Cholet fait de l'ECMO, Vannes fait de l'ECMO, Saint-Brieuc, voilà, toute réanimation aujourd'hui quasiment fait de l'ECMO. Tandis qu'en pédiatrie, vous avez vu les volumes européens, et vous imaginez bien qu'en France, les volumes d'utilisation de l'ECMO sont réduits. Donc, on s'est associés un petit peu tous ensemble pour raisonner sur ces cas, et puis pour travailler ensemble plutôt que chacun son truc. Alors, rapidement, le Club ECMO, pour ceux qui ne connaissent pas, personne, j'imagine, ne connaît pas ici Philippe Morial. C'est l'occasion, je ne sais, de le saluer, je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas de rappeler qu'il est à l'initiative de ce club ECMO, qui est un endroit très intéressant puisque ça regroupe un petit peu tous les acteurs de l'ECMO pédiatrique, donc la réa, l'anesthésie, la chirurgie, des perfus, des industriels. Ça fait 12 ans qu'on fait des réunions, des journées club et tout un tas de choses. Il y a de la simulation, il y a une vidéothèque qui commence à être très fournie sur le site internet de l'Arcotova. Et voilà, des bons moments qui sont partagés. C'est dommage, je ne sais pas si Philippe est là, sinon j'aurais peut-être entendu. Bon, bref. Ça, c'était ce matin, vous voyez, on a eu l'occasion d'innover un petit peu avec des techniques de cannulation. Bon, bref, c'est assez varié. Et puis, parmi les activités, on fait un petit peu de recensement du volume d'activité, et puis on discute un petit peu de l'organisation de l'ECMO, essentiellement sur le plan médical que sur l'ECMO, de ce qui se passe dans les centres de chirurgie cardiaque. Donc, vous voyez, ça, c'est un sondage qu'on avait fait sur un recueil des registres 2016. Vous voyez sur la carte de France que le recours à l'ECMO est relativement bien répartis. Ça, c'est un sondage qui s'intéressait surtout, parce que c'était un moment où nous, on développait l'UGMAC et où les UMAC vraiment se structuraient bien en France. Et puis, on avait regardé, on avait demandé aux réanimations néonatales essentiellement,
on était allé chercher un petit peu le lien des réseaux de soins périnataux avec les centres ECMO pour vérifier que ça marchait bien entre eux et puis que ça communiquait. Donc ça a bien marché parce que ça a fait derrière beaucoup de communication entre les centres et puis les réseaux qui étaient déjà installés, hein, mais probablement ont poursuivi et le network s'est bien maillé, quoi. Et donc à cette époque-là, en 2016, vous voyez, c'est pas très lisible, je suis désolé, mais on faisait 187 et on avait fait 187 ECMO pédiatriques en 2016. Donc un tiers, c'est des indications respiratoires, que ce soit néonat ou pédiatrique. Un tiers des des indications cardiaques et un dernier tiers, c'est l'activité de la chirurgie cardiaque qui fournit ce dernier tiers. Et puis, si on regarde la démographie par centre, ne lisez pas tout ça, mais chacun peut reconnaître sa région. Donc, globalement, c'est vrai qu'il y a des régions qui sont dépourvues de centre ECMO. Par exemple, la Bretagne, il n'y a pas de centre ECMO pédiatrique, mais il y a un maillage qui est fait, par exemple, donc avec nous à Nantes, qui est quand même assez bien fait maintenant et qui fait que on résout ça. Et disons il y a quand même une organisation qui s'est faite, c'est peut-être pas volontaire, ça s'est fait comme ça, mais enfin, il se trouve qu'il y a un maillage territorial qui est assez intéressant, et puis avec une démographie par centre qui fait de l'ECMO et de l'UMAC qui est quand même assez intéressante. Alors on a quand même renouvelé pour cette journée exprès finalement ce registre pour voir un petit peu l'évolution. C'était l'occasion de s'y intéresser. Donc on a adressé un sondage aux anesthésistes réanimateurs et aux médecins réanimateurs de chaque centre, qui ne sont pas forcément les responsables du programme ECMO, mais enfin la plupart du temps. Et donc on s'intéressait aux données 2022. Hop. Donc on a interrogé finalement tous les centres ECMO qu'on avait retrouvés en 2017 sur les données 2016 et plus éventuellement d'autres. Hein. On est allé à la pêche. Bon, on connaît quand même les centres qui ont débuté l'ECMO, donc on est allé comme ça. Donc on a eu finalement quasiment 100% de ces 19 répondants, parce que j'ai deux dernières réponses ce matin, donc 20 répondants. Donc en fait, on a quasiment tous les centres ECMO qui ont pu donner leurs résultats, sauf deux qui étaient des tout petits centres qui n'ont pas eu de cannulation ces dernières années, donc ils n'ont pas répondu. Et puis il y a 3 nouveaux centres ECMO pédiatriques, donc le centre de Lille en pédiatrie, donc ce qui fait qu'il y a 2 sites d'ECMO à Lille, peut-être que ça va se rejoindre. Et puis on a aussi élargi à la francophonie, puisque le club ECMO, comme les RFMCC, sont francophones. Et puis donc on a Bruxelles et aussi Genève ce matin qui ont pu répondre. Et puis Mayotte, qui est un dom-tom, qui fait de l'ECMO, qui est capable d'implanter une ECMO. Un centre ECMO, c'est un centre qui est capable par lui-même de débuter un traitement par ECMO. Voilà, j'ai mis des pommes parce que dans ma version de PowerPoint, il n'y a pas de petit ECMO. Donc voilà, donc vous avez ici la cartographie des centres ECMO. Donc les petites pommes rouges, ce sont des centres qui sont exclusivement des réanimations qui pratiquent la chirurgie cardiaque. Les centres verts sont des centres qui ne sont pas des centres de chirurgie cardiaque. Et les centres jaunes sont des centres qui sont des centres mixtes, donc des services de réanimation accueillant des enfants de réanimation polyvalente médico-chirurgicale. Donc vous voyez que globalement, ce qui est un peu évident, c'est que la cartographie centre ECMO ressemble très fortement évidemment à la cartographie des centres de chirurgie cardiaque, ce qui est tout à fait logique compte tenu des volumes de l'ECMO, puisque quand même l'ECMO post-chirurgie cardiaque sont des ECMO en plus assez complexes sur le plan du management et qui ont globalement plus de complications, donc ça donne quand même une expertise à chaque centre. Et puis on a 3 dom-tom qui sont des centres qui sont tout à fait aussi actifs et qui en plus s'occupent chacun donc d'une région d'outre-mer avec des problématiques de transport très complexes. Donc on a Mayotte, la Martinique et la Réunion. Voilà, à peu près. Alors ça donne, voilà, après en 2022, donc on a une large, on a quand même 25% de progression du volume d'ECMO en France sur les données 2022. Vous voyez qu'on est tous finalement des petits centres, hein,
Si on se compare à la littérature américaine, un centre de moyen volume aux États-Unis, c'est 30 cas par an, et un centre de bon volume. Et puis quand ils avaient fait des études survie volume d'ECMO, on était plutôt avec les meilleurs résultats autour de 50 ECMO pour être un bon centre aux US, aux États-Unis. Et nous, ici, on n'a que le centre de Trousseau qui fait une quarantaine d'ECMO, puisque c'est le gros centre d'ECMO médical de l'Île-de-France et de la région Grand Est. Donc évidemment, ils ont un très beau volume, une très belle expertise, ils sont très présents au club ECMO. Et puis, on a aussi cette problématique de plein de petits centres qui font un tout petit volume et qui bénéficient aussi du coup de la formation qui est délivrée régulièrement, mais pour qui c'est toujours un challenge de débuter ECMO, mais qui, du fait de l'isolement, font qu'ils sont bien obligés quand même d'être en mesure de faire. Donc voilà. Donc sur 5 ans, je dis ça parce que si jamais, comme ça, quand on fait un peu des analyses de notre requête, etc., ça fait quand même à peu près 1300, 1500 patients. Voilà. Donc on a une évolution de 25%. Alors à quoi est liée cette évolution ? Elle est liée à des cas de CPR qui sont en augmentation. Donc ça, c'est des programmes qui sont en cours d'évaluation. Donc des arrêts cardiaques intra-hospitaliers, mais extra-site, ou des arrêts cardiaques extra-hospitaliers, ou donc ça c'est finalement assez marginal. Ce qui l'est moins, c'est des centres finalement qui se préparent de mieux en mieux à gérer l'arrêt cardiaque dans leur unité au moyen de l'ECMO. Et donc ça fait qu'il y a plus de catégories. C'est-à-dire qu'un centre ECMO, avant, pouvait éventuellement réserver l'ECMO à des indications bien précises, que ce soit respiratoire ou post-chirurgie cardiaque, et finalement se sont mis à faire de l'ECMO dans l'arrêt cardiaque. Donc ils donnent des résultats quand même pour l'instant en cours d'évaluation. Il y a plus de respiratoire, et ça c'est lié, vous allez le voir, essentiellement au développement et à la qualité probablement des réseaux UMAC qui se développent et qui font qu'il y a moins de pertes de chance aujourd'hui pour des centres sans ECMO, parce qu'on a, pareil, vous allez voir, à peu près 100% d'augmentation des cas de malades pris en charge dans des centres non ECMO. Et puis on a l'ECMO post-cardioctomie, pour lesquels on a des résultats exhaustifs. En 2022, vous voyez, 58 cas sur le territoire français. Donc c'est stable, et ce qui est certainement une très bonne chose, puisque voilà, on n'aime pas trop voir de l'ECMO post-cardioctomie, évidemment. Pour faire le lien à la suite, j'avais mis une petite question subsidiaire pour faire le lien avec la présentation suivante. Cannulation post-DCPP, cannulation post-DCPT, là c'est vraiment rarissime. Hein. Donc c'est une question complexe, évidemment. C'est possible qu'on se limite quand même et qu'on ne sache pas bien trouver le bon timing dans ces indications. Un petit mot sur un petit dada, l'UMAC, les UMAC. Hein, donc, vous voyez ici le territoire français finement découpé au laser, avec 4 centres UMAC. Il y a 6 en fait, puisque Saint-Denis-de-la-Réunion et Fort-de-France font une activité UMAC, soit terrestre, soit par avion. Et puis, je sais que le centre de Lyon réfléchit à combler le petit 5e de territoire restant. Il faut dire qu'en fait, dans cette région, on a Clermont-Ferrand, qui est un tout petit centre ECMO, mais qui fait un petit peu. On a Grenoble et on a Lyon qui fait l'ECMO. Donc finalement, et Genève ici. Donc finalement, en fait, cette région n'est pas désertée par l'ECMO. Et le reste, en fait, fait l'objet d'équipes UMAC qui existent quand même depuis plus d'une dizaine d'années dans chaque coin de la France et qui a développé aujourd'hui, ils déclarent tous en fait avoir développé des conventions intercentres et des fonctionnements écrits intercentres. Voilà, on va terminer quasiment bientôt. Pour dire finalement les derniers items, c'était un petit cocorico quand même pour dire que même si on n'est pas tous adhérents à l'ELSO, il y a quand même presque tous les centres qui font l'effort et puis qui participent activement au club ECMO. La plus grande moitié de ces centres ont des projets de recherche en cours dans leur centre. J'ai mis 4 au hasard, honnêtement, je n'ai pas vérifié, mais il y a quand même un réseau académique de réa pédiatrique qui est dynamique sur le sujet de l'ECMO. Il y a un projet multicentrique, à ma connaissance, qui est en cours, et peut-être même d'autres, mais en tout cas un qui passe par le club ECMO. Donc c'est super.
Et voilà, donc en conclusion, un volume d'activité qui est très faible, mais moi je trouve un beau réseau de soins autour de cette discipline avec une cohérence nationale. Globalement, ça nous permet d'avoir un volume en augmentation. C'est pas l'objectif, à vrai dire, hein, mais l'objectif, c'est de ne pas avoir des enfants qui restent sur le carreau dans des réanimations, notamment néonatales ou pédiatriques périphériques. Et le message aussi pour ici à FMCC, c'est que bon, voilà, il y aura toujours certainement des ECMO post-cardiotomie. On souhaite tous évidemment que ça n'augmente pas, mais par contre c'est l'occasion de développer de la compétence et c'est un peu la raison d'être du club ECMO pédiatrique auquel vous êtes tous conviés. Merci beaucoup Pierre pour cette vision assez exhaustive de l'activité en France. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je ne vois pas de bras se lever. J'avais une question sur l'UMAC. Effectivement, tu as très bien montré la carte. Il y a encore des territoires qui sont très très peu représentés par cette activité. Est-ce que tu penses qu'on gagnerait? Est-ce que tu penses que l'avenir est vers une augmentation des centres avec une activité d'UMAC? Je pense notamment au nord de la France par exemple. Alors, ça, je laisserai Morgane réfléchir. Je pense qu'ils ont En fait, il y a plusieurs façons d'améliorer, je pense, le niveau de soins des enfants comme ça qui sont gravement malades. C'est d'aller les chercher, ou deux, de bien serrer les malades qu'il faut rapatrier. Donc, moi, je crois que ce qu'il ne faut pas, c'est développer de l'ECMO partout, comme ça peut être fait chez l'adulte. Parce que autant l'ECMO dans le SDRA, c'est quand même assez facile. L'ECMO véno-artériel, ça demande des compétences, à mon avis, de centre, et il vaut mieux réserver quand même un certain volume. Et je pense qu'il faudrait imaginer la réa pédiatrique comme c'est fait pour les réanimations néonatales, avec un bon maillage et des très belles définitions de la gravité du malade, et des appels à ces réanimations un petit peu plus grosses et de référence, précoces, un peu comme quand même on a fait à Nantes. On voit bien que nous, à Nantes, par exemple, on a fait une UMAC en 2022, et je pense que c'est quand même le résultat de communication vis-à-vis des réa périphériques qui maintenant essayent de vite décrocher le téléphone. Et c'est vrai qu'on préfère faire une admission plus rien que d'arriver au stade de quasiment de l'arrêt cardiaque pour cannuler. Ça répond à... On voit bien le bénéfice secondaire en fait, de la création d'une UMAC qui est plus important finalement que le bénéfice primaire de transporter quelques malades. Et c'est vrai qu'on l'a bien constaté dans notre région. Et donc dans le Nord, pour répondre, mais je ne pense pas si Morgane est là, mais dans le Nord, les distances en plus sont petites. Donc, et il y a des SAMU pédiatriques aujourd'hui, il y en a un à Lille, donc on est capable d'aller chercher avec un environnement transportable quand même spécialisé des enfants graves, quoi. Oui, Pierre, merci pour cette intervention. Par rapport à l'UMAC, donc je reviens à l'UMAC, tu as parlé de conventions entre centres, donc c'est des financements par l'ARS? Non, c'est des conventions administratives. Alors, c'est vrai que les gens, quand je pose la question, disent qu'ils ont une convention. En fait, pour avoir une convention, il faut quand même aller assez loin. On l'a fait. Il faut quand même aller assez loin. C'est-à-dire qu'il faut quand même que les administratifs se rencontrent, signent une convention. C'est-à-dire que la convention, on autorise une équipe d'un autre centre à travailler dans un centre. On a mis aussi en place des systèmes de cotation des actes, des choses comme ça. En fait... on est censé avoir des conventions, oui, quand on va faire une opération. C'est quand même considéré comme une chirurgie délocalisée dans un autre centre. Donc c'est ça la convention. Les ARS, bon, j'avoue qu'on ne l'a jamais sollicité particulièrement, les ARS. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on a essayé de se mettre dans les clous. Pour autant, on ne va pas non plus chercher la charge administrative absolument, quoi. Voilà, c'était... Tu pensais qu'il y aurait mais on pourrait imaginer les financements. Non, je pensais à autre chose, c'est-à-dire du moment que le centre médico-chirurgical, c'est un centre de recours pour la chirurgie cardiaque pédiatrique, et que c'est lui qui fait l'UMAC, c'est-à-dire il se déplace pour faire, donc c'est un service rendu. Ça nécessite des moyens, perfusionnistes, matériel, anesthésistes, chirurgiens. Le financement
que les centres ont trouvé, là dans ton panorama de France, c'est un financement du CHU, du centre de recours, ou c'est une aide de financement des autres centres, y compris l'ARS? C'était ça ma question. Alors, je peux parler que de notre fonctionnement local. Le financement de l'équipe, c'est en fait le financement de la chirurgie cardiaque. C'est-à-dire qu'il y a du personnel d'astreinte qui va être utilisé pour ça. Il se trouve que très récemment, j'ai souhaité refaire le point, redemander aux gens. C'est un petit peu particulier. Quand on se déplace à Angers, par exemple, faire une UMAC, il se trouve qu'actuellement, c'est donc quand même le CHU de Nantes qui va payer. Bon, là, par exemple, si on voulait une nouvelle console d'ECMO portative, ben, on va se la payer. L'acte de cannulation, il est encaissé par Angers. C'est particulier. Et nous, on récupère un malade qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu la structure. Donc, on gagne un séjour de réa. Alors, ce qui nous... bon, c'est vrai que ça intéresse probablement à un moment donné. C'est des petits volumes, donc je pense que tout le monde ferme un petit peu les yeux. Mais c'est vrai que c'est pas du tout lucratif. Hein, ça, c'est sûr que... Parce que nous, un séjour de réa, on l'a... Enfin, le taux d'occupation il est très élevé, donc c'est pas du tout ça qu'on cherche en fait. Hein. Mais bon, c'est plus un service rendu, comme tu dis. Alors, juste avant de conclure, si je peux apporter quelque chose. Nous, à Marseille, on avait commencé donc, la première UMAC en 2006. À l'époque, c'était M. Kretman qui gérait ça et j'avais compris que c'était géré par des financements dits MIGAC. Donc les choses à part, en fait. Très récemment, on a essayé de remettre un peu le nez là-dedans parce qu'en fait, il n'y a absolument rien d'écrit, de codifié, il y a zéro convention. En fait, tout se fait à la discrétion des équipes, en tout cas en ce qui nous concerne. Et lorsqu'on a essayé de contacter l'administration pour savoir comment était financée l'activité, en fait, l'administration a plus ou moins découvert. Enfin, parce que vous imaginez que depuis 2006, les gens ont changé de bureau à maintes reprises dans les couloirs de l'administration. Et donc, ça demande vraiment une vraie réflexion parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout se fait sur la bonne volonté des gens sans aucun moyen supplémentaire. Et ça pose des problèmes majeurs, d'autant plus que l'inconvénient de l'UMAC, c'est quand même... je caricature beaucoup, mais c'est que des patients deviennent intransportables du fait qu'on sait qu'il y a l'UMAC qui peut venir les chercher. Et ça demande une vraie réflexion que je pense, qui va, je pense, devenir indispensable.